toutes les institutions religieuses juives de par le monde étaient antisionistes. Bonjour, Jacob Cohen. Bonjour. Vous êtes auteur, romancier. Vous avez écrit de nombreux livres, dont Le Printemps des Sayanim. Voilà, oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. C'est le sujet de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours depuis, on va dire, votre adolescence? Où est-ce que vous avez grandi? Quelle a été votre formation? Comment vous êtes devenu, finalement, auteur et romancier? Donc je suis né à Meknès, c'est une ville moyenne au Maroc, dans un ghetto juif qu'on appelait Mella, qui était assez important, presque 20 000 personnes, très traditionnel. C'était en les années 40, je suis né en 44. Donc il y avait la domination française, le protectorat français. Et on était, comment dire, j'ai grandi dans une atmosphère très religieuse, très traditionnelle. On n'avait pas accès ni à la culture française, enfin très peu à la culture française. Les Français habitaient ailleurs, nous on habitait enfermés dans un ghetto, sous l'emprise des rabbins. Et c'est dans cette atmosphère que je me suis engagé dans un mouvement sioniste à l'âge de 16-17 ans, parce qu'il y avait des sionistes qui étaient arrivés au Maroc pour faire partir les Juifs, pour répandre l'idéologie sioniste et faire partir les Juifs. Donc j'ai fait partie de ce mouvement pendant 3-4 ans, et j'ai failli partir en Israël à 20 ans. Je ne suis pas parti, bon, c'est un autre chapitre. Et donc j'ai fait des études de droit et sciences politiques, d'abord au Maroc, puis à Paris, Sciences Po, maîtrise de droit public, et puis j'ai vécu un peu au Canada. J'ai exercé surtout la fonction de traducteur, mais très épisodiquement, voilà. J'étais pas toujours très porté sur le travail régulier, voilà, bon. Et puis j'ai vécu un petit peu en Allemagne. Puis je suis retourné au Maroc en 78, j'étais maître assistant à la fac, que j'ai quitté définitivement en 87 et je suis arrivé à Paris. Je me suis installé dans des conditions un peu difficiles parce qu'à l'époque, j'avais pas les papiers, donc j'ai eu des problèmes de papiers. J'étais même pendant un moment dans l'illégalité, donc un migrant, un sans-papier. D'accord. Et puis voilà, je m'en suis sorti, bon. Et puis j'ai pas l'idée d'écrire, mais a commencé à germer dans ma tête, plus aussi comme une discipline de vie, discipline intellectuelle, parce que ça m'a permis de traverser des moments très difficiles dans ma vie, et l'écriture m'a beaucoup aidé, voilà. Et en fait, je ne me suis pas posé la question, est-ce que je vais écrire des essais ou des romans? Parce que, en principe, ma formation m'aurait porté vers les essais. Mais j'ai choisi le roman parce que j'aime la littérature, et puis j'ai considéré que le roman donne une atmosphère, explique mieux les choses. Par exemple, mon premier roman, c'était Les Noces du commissaire. J'expliquais comment les hommes d'affaires juifs, il y avait 4 ou 5 businessmen au Maroc juifs, des grands businessmen qui auraient pu devenir des Rockefeller et qui ont été mis à l'écart par la bourgeoisie marocaine, musulmane, fassie, qui n'admettait pas que des juifs puissent occuper de telles fonctions. Bon. Et je ne me voyais pas un essai, j'avais pas les documents, etc. Mais j'ai recréé, je pense avoir réussi à recréer une atmosphère d'un homme d'affaires juif qui se voit dépouillé petit à petit de ses avoirs. Et il n'était pas dépouillé, enfin on lui payait ses affaires. La question n'est pas là. Mais disons, ce parti qui s'appelait l'Istiklal, le parti de l'indépendance marocaine, a fait en sorte non seulement d'évacuer les hommes d'affaires juifs, mais tous les juifs. Ils voulaient se débarrasser des juifs, voilà. C'est-à-dire qu'ils partent ailleurs, voilà. D'accord. Et donc, voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvé en France avec mon premier roman, Les Noces du commissaire, voilà. Vous venez d'évoquer le fait que, pendant votre adolescence, entre vos 15 et 20 ans, il y a des sionistes qui essayaient de se débarrasser ou de faire fuir les juifs du Maroc. Voilà. Il y a donc une différence, il y avait donc une différence entre les sionistes et les juifs. Quelle est cette différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les juifs sionistes et les juifs non sionistes? Alors la différence, elle est énorme. À l'époque, elle était énorme, colossale.
C'est-à-dire que quand les sionistes sont arrivés, il faut imaginer une société traditionnelle comme la nôtre, dans les années 40-50, qui voit débarquer de soi-disant de prétendus juifs qui n'avaient rien de juif. C'est-à-dire, d'abord, ils ne respectaient aucune règle juive. Ils avaient ouvert un local qui fonctionnait le Shabbat, qui était une aberration. Enfin, je veux dire, ils mettaient de la musique, ils fumaient, enfin. Et donc les rabbins nous mettaient en garde contre ces mécréants. Et quand j'ai annoncé par exemple à mon père que je pouvais partir avec ces sionistes, il allait devenir fou. C'est comme si je lui disais je me convertis à l'islam ou au christianisme. C'est-à-dire pour lui c'était impossible. Et parce que c'était vraiment des démons. Et d'ailleurs quand mon père est parti en Israël en 68, une des choses qu'il m'a dites en 69 quand je suis allé lui rendre visite, il m'a dit, tu sais Jacob, ce ne sont pas des juifs ici, ce ne sont pas des juifs. C'est-à-dire que pour lui, alors qu'il était analphabète, enfin, un homme pieux, la différence c'est que les sionistes c'était des gens d'une autre espèce, d'une autre nature. Ils avaient abandonné tout ce qui faisait le sel du juif traditionnel, c'est-à-dire l'éducation, l'étude, le respect, la solidarité, l'humilité. C'était des gens qui ne croyaient qu'en la force, la puissance, qui méprisaient la religion, qui méprisaient l'être juif traditionnel, l'intellectuel. Ils voulaient que le juif nouveau, ils voulaient construire un juif nouveau capable d'être un paysan, un ouvrier, un militaire. Voilà. Parce que ces sionistes sont venus de Russie-Ukraine et qui étaient des anciens trotskistes. Donc ils avaient cette mentalité trotskiste de combat, de lutte, de mépris pour la tradition, etc. Et c'était ça le hiatus entre les sionistes et les juifs. Et ce hiatus était tel que le sionisme n'a jamais été populaire au sein des communautés juives dans le monde, jusqu'en 1948 et même jusqu'aux dans les années 50. Il faut dire aussi que toutes les institutions religieuses juives de par le monde étaient antisionistes, n'admettaient pas l'idée de créer un État juif sans l'aval de Dieu. Et donc, voilà le hiatus qu'il y avait. Et puis petit à petit, les sionistes ont réussi à faire même base sur les religieux, sur les institutions juives, etc. Voilà. D'accord. Quels sont les objectifs finaux du sionisme ? Au départ, il y avait une controverse. Le sionisme est né dans les confins de la Russie et de l'Ukraine, sous le tsar. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque des pogroms. C'était l'époque, le tsar était le dernier à vouloir donner des droits aux juifs. Et il y avait une répression. Et les juifs à l'époque étaient plutôt du côté des révolutionnaires. De toutes sortes de révolutionnaires, syndicalistes, communistes, trotskistes, etc. Et il y avait le choix, il y avait une très grande discussion entre les juifs révolutionnaires de l'époque. C'est-à-dire, est-ce qu'on va créer une nouvelle société juive sur une base communiste, donc s'exiler ailleurs, ou bien faire notre révolution au sein des révolutionnaires russes et ukrainiens. Donc il y a beaucoup qui ont choisi la solution locale, nationale, ukrainienne, russo-ukrainienne, et une minorité, quelques dizaines de milliers, ont choisi d'aller dans un nouveau territoire et créer un autre nouveau. Voilà, basé débarrassé de tous les oripeaux de la diaspora. Voilà. C'est-à-dire un homme capable de porter les armes, capable de labourer sa terre, capable d'être ouvrier, etc., à la façon communiste. Voilà, trotskiste communiste. C'est ça l'origine. Et d'ailleurs, quand les sionistes sont arrivés en Palestine, ils ont créé les kibbutzim, c'est-à-dire ces centres, ces communautés qui appliquaient l'idéologie communiste. Voilà. D'accord. Si vous pouviez définir la diaspora. Oui. Comment vous définiriez ce que c'est? Expliquez-nous ce qu'est la diaspora. La diaspora, ce sont tous les juifs qui vivaient ailleurs qu'en Israël. Enfin, qui est exilé dans les pays étrangers, voilà. C'est-à-dire tous les juifs qui vivaient dans toutes sortes de pays. Voilà, c'est ça, les juifs exilés, si vous voulez. D'accord. Actuellement, on entend parler de Hasbara. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'Hasbara en hébreu, ça veut dire expliquer. L'explication, dire donc par extension la propagande. Voilà.
Donc voilà, maintenant, cette propagande peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire elle a pris plusieurs formes. Au départ, c'était le sionisme, on a besoin, les sionistes au départ, évidemment, ils faisaient profil bas. C'est-à-dire quand ils sont arrivés en Palestine, on veut un petit bout de terre, on veut vivre en paix, etc. Et puis petit à petit, l'appétit est venu en mangeant, enfin en s'étendant, en se renforçant. Et donc, ils ont voulu leur État. Voilà, ils ont voulu un foyer national qui n'était pas... Vous savez, les sionistes, eux-mêmes, dans le camp sioniste, ils n'étaient pas tous pour un État juif, un État national. Il y avait beaucoup, par exemple, notamment un grand intellectuel qui s'appelait Hadam, qui a même une rue importante à Tel Aviv, et qui disait, dans les années 20 et 30, non, il ne faut pas créer un foyer, un État national, on va créer un foyer culturel. Voilà, une espèce d'épanouissement culturel, etc. Mais finalement, le nationalisme l'a emporté. Et donc à partir des années 30, on se dirigeait vers un État juif, à caractère juif, ça veut dire les Arabes étaient déjà exclus. Et d'ailleurs, l'idéologie sioniste, dès le départ, qui était universelle, pour l'union des prolétaires, etc., avait déjà exclu les Arabes. C'est-à-dire, il y avait cette notion de pureté ethnique, qui n'était pas basée sur la religion, qui n'avait rien à voir avec la religion, mais uniquement parce qu'on voulait créer une société juive sans les étrangers, sans les Palestiniens, sans les Arabes. Et cette idée s'est tellement implantée que dès les années 30, on commençait déjà à dire que lorsqu'il y aura un État juif, il faudra se débarrasser des Arabes, physiquement parlant. C'est-à-dire, il faut les chasser, on ne peut pas les intégrer, etc. Et donc déjà, cette idée de pureté ethnique, de nettoyage ethnique, était déjà à l'œuvre dès les années 30, dans les écrits, etc. Et quand ils ont eu cette possibilité, ils l'ont réalisé. Voilà. Et ils ont continué à le réaliser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, c'est la poursuite de cette idéologie. Il y a un ministère de la Hasbara? Non. D'accord. Non, parce que la propagande, si vous voulez, elle se fait d'abord par le ministère des Affaires étrangères, par les ambassades, par les communautés juives à travers le monde et par les Sayanim, lorsqu'on aura l'occasion d'en parler. Monsieur Cohen, oui. Comment le sionisme réussit aujourd'hui, en France, et depuis quelques décennies, à vendre sa cause? Alors d'abord, en se présentant, dès les années 50, il s'est présenté comme le petit peuple désespéré, rescapé de la Shoah, qui ne demande rien que de vivre en paix sur cette terre, sur un bout de terre, vraiment. Il cherche rien d'autre. C'est une société libre, égalitaire, dynamique, socialiste, il n'y a pas de riches. Et c'est vrai, enfin, bon, tout ça était vrai. Et voilà, c'était probablement l'un des plus grands pays sociaux de l'époque, des années 50. Et donc, cette propagande a fonctionné. D'abord parce qu'il y a eu la Shoah. Et il y a eu le sentiment de culpabilité, par exemple en France. Et puis on avait quand même des rumeurs, enfin des rumeurs. On savait ce qui se passait là-bas, on se disait... Les Arabes ont très mal joué le rôle. Voilà. Ils ont joué le rôle du méchant. Voilà. On ne leur demandait pas tant, mais ils ont joué le rôle du méchant. Et donc pour l'Occident, qui à l'époque, les médias tentaient objectivement de savoir. Et les Arabes disaient non, on veut jeter les Juifs à la mer, on ne veut pas de Juifs, etc. Alors que les Juifs disaient nous voulons juste un petit bout et tout. Et donc déjà, dès les années 50, c'est un peu l'image qu'Israël projetait en France. Je vais me limiter à la France, mais on peut extrapoler sur le reste. Voilà. Et donc, quand Israël a préparé sa guerre de 67, parce qu'il l'a préparée pendant des années, vous savez, en France, à l'époque, c'était presque une hystérie. Tout le monde pensait qu'Israël allait être balayé. Et les Arabes parlaient, on va jeter les Juifs à la mer.
Imaginez un type comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, quand même. Il est tombé dans le panneau. Lui aussi, il a défendu Israël. Comment il s'appelle, le chanteur Gainsbourg. Il est juif, mais il n'a rien de juif. Enfin, je veux dire, il n'en avait rien à foutre des juifs ni d'Israël. Il n'est jamais allé, d'ailleurs, je crois. Hein. Il a chanté les sables d'Israël. Je défendrai les sables d'Israël, etc. Parce on commençait même à organiser des brigades internationales. C'est-à-dire que les gens ont vraiment marché dans la combine. C'est vraiment un petit pays, encore une nouvelle Shoah, alors que les Israéliens ont préparé cette guerre depuis des années et ils ont gagné une victoire écrasante. À tel point que ces conquêtes et cette occupation n'étaient pas ressenties comme une vraie occupation en Occident. C'est-à-dire, d'ailleurs, je me souviens d'un article du Monde qui disait « c'est pas une vraie occupation, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne, pas du tout, non, les gens vivent en communauté ». Et à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dans les années 70, il y avait des dizaines de milliers d'Européens qui allaient en Israël, une sorte de pèlerinage spirituel dans les kibbutzim. Marion Sigo, par exemple, y est allée, elle a fait un livre qui s'appelle « Du kibbutz à l'intifada ». Moi, je les ai vus, ces gens, ils allaient au kibbutz, ils étaient fascinés, alors qu'Israël venait de battre les Arabes et de conquérir 5 fois son territoire, et d'occuper un peuple, etc. Et donc, ça, c'était... Et puis, il y a eu le film Exodus, qui a formaté une génération d'Occidentaux. Fantastique film, avec Paul Newman. C'est un film qui est sorti en 1961, et qui racontait l'histoire d'Israël selon la doxa sioniste. C'est un film hollywoodien qui a eu un succès fabuleux. Et donc, il a formaté... Et donc, c'est ça l'idéologie sioniste qui a marqué les esprits jusque dans les années 80. Après, on a utilisé d'autres méthodes pour influencer ces sociétés. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que la France est une cible particulière du sionisme? Non, enfin... Tous les pays, les États-Unis sont une cible, la Grande-Bretagne sont une cible, l'Allemagne, etc. Non, seulement ils s'adaptent à chaque pays. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Grande-Bretagne. Il y avait un chef du Parti travailliste, voilà, encore une fois, le nom va me revenir, qui était vraiment, je dirais pas anti-israélien, mais qui était très critique à l'égard d'Israël. Eh bien, ils ont réussi à le dégommer il y a 2-3 ans. C'est-à-dire à faire en sorte que le Parti travailliste s'en débarrasse pour antisémitisme. Voilà. Et donc, il s'adapte à chaque pays. Aux États-Unis, il domine le cinéma, les médias, la banque, la finance, enfin tout. Et il y a un exemple qui me revient comme ça, c'est très amusant. C'est dire à quel point ils sont à la recherche de tout ce qui se passe, ils ne laissent rien passer. Voilà. Il y a une grande compagnie pétrolière dans les années 80, Texaco, quelque chose comme ça, enfin, ça n'a pas d'importance, une des grandes, qui a fait un petit chèque de $20 000 à une association culturelle libanaise. Voilà. C'est quoi $20 000? Enfin, je veux dire, c'est même pas... Enfin, bon. Eh bien, le président du Bnai Brit, alors on parlera du Bnai Brit tout à l'heure, c'est la franc-maçonnerie juive, il a pris sa belle plume et il a écrit au président de Texaco. Il lui a dit comment vous financez une société arabe qui veut détruire Israël. C'est toujours cette notion, vous savez, comme l'Iran par exemple. Ça fait 20 ans qu'ils disent que l'Iran veut détruire Israël, le Hamas veut détruire Israël, etc. Et donc ils jouent toujours là-dessus. Et le président de Texaco, ou autre compagnie pétrolière grande, il lui a écrit, j'ai vu les photocopies des lettres, il lui a dit on est désolé, parce que quand même, le Bnai Brit, c'est... Et donc, voilà, on est désolé, ça ne se reproduira plus, etc. Et donc, tout est surveillé, les gens sont harcelés, etc. Et donc, finalement, ils réussissent à donner leur empreinte et leur domination. Voilà. À quel moment, à quelle période, oui. Le sionisme a-t-il infiltré très sérieusement le monde des médias, de la communication, de l'information? À partir de 1959.
Meir Amit, en 1962, a raconté à Gordon Thomas, le grand spécialiste des services secrets britanniques et israéliens, il lui a dit, voilà, en 1959, mon prédécesseur, il s'est rendu compte de la possibilité d'avoir des dizaines de milliers d'agents d'influence à travers le monde au service d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait une franc-maçonnerie juive mondiale qui s'appelle le Bnei Brit, les fils de l'Alliance en hébreu, voilà la traduction, et qui est exclusivement juif, et qui compte 1,5 million de membres. Et ces membres se comptent parmi le gratin de la juiverie mondiale. Enfin des juifs, voilà. Ministres, chefs d'entreprise, journalistes, etc. Bon, imaginez 500 000 membres. Bon. Et donc, cette organisation, elle est totalement dédiée à la sécurité d'Israël, au soutien d'Israël dès sa création. Donc, le chef du Mossad a eu l'idée suivante. On va créer des agents d'influence dans tous les domaines de chaque pays. Par exemple, en France, on va voir qui sont les gens du Bnei Brit qui sont dans les médias, qui sont dans la publicité, qui sont dans l'édition, à l'université, au Parlement, etc. Moi, je crois qu'il y a à peu près entre 4 000 et 5 000 Sayanim en France. On les appelle Sayanim parce qu'en hébreu, Sayan, ça veut dire celui qui aide, du verbe aider. Donc, ils aident Israël. Voilà. Et donc, le Mossad va les voir. Évidemment, ils sont très contents, ces gens-là. BHL, etc., Anne Sinclair, Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabbach, enfin, toutes sortes de monde. Bleustein-Blanchet de Publicis, les éditeurs. Imaginez 4 000 à 5 000 personnes. Bon, voilà. Donc, ils vont les voir, ils lui disent, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? Mais bien sûr, mais avec plaisir et tout. Et donc, ils servent d'agents d'influence. Parfois, par exemple, ils servent comme agents d'information. Lorsque l'Irak, par exemple, a envoyé des dizaines de techniciens en nucléaire se former à Saclay, le Mossad savait qu'il y avait ces techniciens irakiens. Un service secret normal aurait eu besoin de plusieurs semaines pour les filer, etc. Le Mossad, pas besoin. Il a ses Sayanim à Saclay. Donc il lui dit, vous nous apportez les dossiers, etc. Il les photocopie, il les remet. Et à ce moment-là, ils peuvent facilement agir sur eux. Et il y a un auteur qui s'appelle Victor Ostrovsky, qui était un ancien officier du Mossad, qui a démissionné en 82 ou 83. Il a écrit un livre qui a été publié au Canada, parce qu'il s'était réfugié au Canada, et il raconte cette histoire en détail. Et donc, voilà, par exemple, ils ont des Sayanim à Saclay, partout, et donc ça les a aidés à pister ces ingénieurs et à remonter jusqu'au leur chef, qui devait venir à Paris incognito. Ils savaient dans quel hôtel ils descendaient. Ils ont envoyé 2 agents. Lorsque le président du programme nucléaire irakien a ouvert la porte, ils l'ont tué, c'est tout. Et donc, voilà, les Sayanim, ils servent soit comme agents d'influence, d'information. Mettons par exemple les beepers. On a parlé des beepers du Hezbollah. Bon, on a dit que le Mossad a créé, on a créé une société privée, mais pour le Mossad, c'est très facile. C'est-à-dire, il a des Sayanim dans les chambres de commerce, dans les banques commerciales, dans les services financiers. Donc il leur dit, aidez-nous à monter une société, par exemple, basée dans tel pays, de téléphonie. Eh bien, ils se mettent en mouvement et au bout ils font tout le nécessaire, ils leur créent cette société-là. Donc voilà, les Sayanim sont dans tous les domaines, du cinéma par exemple. On va faire des films, la télévision, la banque, par exemple, un exemple de la banque, le numéro 2 de la Réserve fédérale, dans les débuts des années 2000, c'était un juif, et bien probablement un Sayan, qui est devenu directeur de la Banque d'Israël. Donc vous imaginez tous les renseignements qu'il a pu donner, etc. Voilà le système des Sayanim que le Mossad utilise pour pénétrer, contrôler, influencer tout ce qui est important dans les sociétés occidentales. Voilà. Vous évoquez le milieu du cinéma. Oui. Vous dites que les Sayanim ont infiltré le milieu du cinéma. Oui. En ce moment, il y a une affaire qui ressort dans les médias, celle de la présidence du comité de surveillance d'Arte France. D'accord. Il y a un conflit d'intérêts avec
le CNC. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, voilà. Le cinéma français, il est financé par l'État, n'est-ce pas? Le CNC, bon, qui a des avances sur recettes. Qui a présidé la commission qui donnait les avances sur recettes? Bernard-Henri Lévy, pendant 20 ans. Ou plus, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand il y a un film qui ne lui plaisait pas, par exemple, quand Dieudonné, prenons un exemple concret, Dieudonné a voulu faire un film, même avant son sketch. Il était quelqu'un de très bien. Il était avec Elie Semoun, etc. Mais il a voulu faire un film sur l'esclavage en Afrique. Voilà, bon. Enfin, qui traite de l'esclavage, etc. Il envoie son dossier au CNC, BHL le regarde, il dit non. Pourquoi il dit non? Parce que c'est la concurrence victimaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des victimes ailleurs que les Juifs, que la Shoah, pas question. Donc il lui a dit non. Donc voilà comment on filtre, voilà comment le cinéma sert. Ça, c'est les exemples que je connais. Mais quand BHL a quitté son poste, je crois qu'il l'a quitté il y a quelques années, il l'a donné à quelqu'un de, j'ai oublié le nom, à quelqu'un de fiable, entre guillemets, c'est-à-dire qui fait bien le travail, voilà. Donc qui contrôle, voilà. Maintenant, après, il y a souvent, par exemple, vous ne verrez jamais un film en français financé par la France qui soit critique vis-à-vis d'Israël, par exemple, ou bien qui fait l'apologie des Palestiniens, ou qui est une tendance pro-arabe. Par contre, sur le Mossad, il n'y a pas de souci. Yvan Attal, par exemple, qui probablement est un Sayan, certainement, enfin, parce qu'il ne se déclare pas. Mais Yvan Attal, il fait des films sur le Mossad, etc. Darmon, c'est probablement un Sayan. Donc il a le louche, etc. Donc tous ces gens infiltrés qui aident à maintenir le cinéma français dans le droit chemin, c'est-à-dire dans la bonne conduite vis-à-vis d'Israël, etc., tout en aidant probablement aussi des coreligionnaires à prendre des places, etc. Voilà comment, et probablement aussi dans la distribution, parce qu'il n'y a aucune raison que des Juifs soient absents des circuits de distribution. Par exemple, comment il s'appelle le président de MK2? C'est un Juif. Bon, peut-être que c'est un Sayan, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà comment et de toutes les façons, s'ils n'ont pas un Sayan direct, ils ont des Sayanim qui agissent indirectement. Bon, prenons un exemple, je vais élargir la notion de la culture. Prenons un gars comme Stéphane Blé, qui était un génie de la musique classique, un génie. Aujourd'hui, Stéphane Blé, il aurait pu être et on aurait donné son nom à plusieurs conservatoires. Il jouait dans les grandes salles à 15 ans, 16 ans. Bon. Il composait de la musique, il a écrit des centaines de pièces. Il a eu le malheur d'être anti-israélien ou d'être pro-palestinien. C'est un malheur. Pourquoi? Parce que les Sayanim français ont fait en sorte qu'ils ne jouent plus dans les grandes salles. C'est ça leur pouvoir. Voilà. C'est-à-dire, ils se donnent des coups de fil, écoute, voilà. Et ce type ne joue pas, il ne joue pas à Playel. Voilà, point barre. Voilà. Ils ont suffisamment de liens. Quand vous avez le président de Publicis qui contrôle 60% du marché publicitaire, l'Express, etc. Enfin, tous ces réseaux qui disent ce type-là ne jouera pas à Playel, eh bien il ne joue pas à Playel. Ce type-là ne fera pas de disque, il ne fait pas de disque. D'accord? Voilà. Donc ils ont la capacité d'invisibiliser, bien sûr, de blacklister tout à fait. Et des artistes qui auraient des convictions différentes. Tout à fait. Et d'ailleurs, Stéphane Blé, moi je l'ai rencontré parce qu'à l'époque je faisais partie de ER, donc on était des proches, enfin pas très proches, mais en tout cas j'avais même rencontré, etc. Et il était tellement désespéré qu'il est parti vivre en Turquie. Et après il s'est suicidé il y a 2 ans, un an ou 2. Donc voilà l'exemple. Et je vais donner un autre exemple. Il y a une pianiste de concert britannique qui jouait dans les croisières. Elle a trouvé son bonheur de vivre. Voilà, elle jouait dans les croisières. Seulement, elle était pro-palestinienne aussi. Eh bien, on lui a dit, écoute, mais elle a tenu tête. Elle n'a plus de contrat dans les croisières. Voilà. Donc, c'est ça leur pouvoir. Nicolas Anelka, le footballeur, il a fait une quenelle en Grande-Bretagne. D'accord?
En Grande-Bretagne, la quenelle n'est pas stigmatisée, n'est pas diabolisée. Personne ne sait ce que c'est. Seulement, les Sayanim français ont appelé leurs collègues Sayanim britanniques, ils leur ont dit qu'il faut punir ce type. Eh bien, ils l'ont puni. Voilà. Et on peut multiplier les exemples à l'infini, mais c'est juste pour vous montrer à quel point leur pouvoir est étendu et efficace. Voilà. Vous avez évoqué la victimisation. Oui. On a parlé de Dieudonné qui s'est vu interdit de financement pour un documentaire sur l'esclavagisme. Vous parliez d'une forme de compétition dans la victimisation. Comment le sionisme se sert de la victimisation, et notamment de la Shoah, pour développer sa stratégie et atteindre ses objectifs? Alors, vous aurez remarqué, enfin, je ne sais pas si vous aurez remarqué, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que la Shoah n'était pas un sujet d'actualité jusque dans les années 80, jusqu'en 1980. Voilà. Il n'y avait rien. Il n'y avait strictement rien. Personne n'en parlait. Et quand Faurisson est arrivé, disant que oui, cette histoire de chambre à gaz, bon, on en a parlé. Enfin, je veux dire, le monde lui a ouvert ses colonnes. Et puis, changement de stratégie du lobby, ou d'Israël, ou du Mossad, enfin, des instances judéo-sionistes, comme je les appelle. C'est-à-dire, et c'était l'époque aussi, très important, la Shoah est arrivée au moment où, à partir de 1980, l'occupation israélienne en Cisjordanie commençait à poser problème au niveau mondial. Voilà. Pourquoi? Parce que les Palestiniens avaient été complètement traumatisés et ils ont commencé à résister. On commençait à avoir l'intifada. Et ces terribles images de soldats israéliens qui cassaient les bras, les jambes des jeunes Palestiniens, etc., commençaient à faire le tour du monde. Et Israël s'était dit, oula, ça commence à sentir le roussi. Et donc, ils ont sorti la Shoah. Et ils ont commencé à en faire l'affaire du siècle. Ils n'ont pas commencé dans les années 40 et 50, pas du tout. Ils n'en avaient pas besoin. À partir des années 80, ça va être le film Shoah de Lanzmann, distribué à des millions d'exemplaires aux collégiens. Ça va être la religion de la Shoah, enseignée obligatoirement dans les collèges et les lycées, les voyages à Auschwitz, etc. Voilà. Et donc, tout ça, ça a été monté, développé pour disculper les Israéliens. Par exemple, moi, le seul journal que je regarde au niveau de la propagande officielle, c'est celui d'Arte. Voilà. Bon. Ça dure 15 minutes. Je m'oblige à le regarder parce que ça me donne déjà, enfin, ça me donne une certaine image de l'âge, tout en sachant que de toutes les façons, c'est un organe très intelligent, mais au service de la doxa officielle, du sionisme, etc. Bon. J'ai remarqué, par exemple, récemment, ils avaient fait un reportage sur les souffrances des Gazaouis. Très bien. Tout de suite après, le développement de l'antisémitisme. Donc, c'est ça le truc. C'est veut dire que, oui, ok, ils font des choses terribles, mais vous savez, oh là là, c'est terrible, l'antisémitisme, le développement de l'antisémitisme, etc., etc. Et ça ressort tout le temps dans les médias, le développement de l'antisémitisme, alors que, franchement, enfin, moi je pense que c'est totalement artificiel. Et donc, ça, c'est l'utilisation de la Shoah pour effacer les crimes des sionistes, pour alléger et donc, voilà, donc l'utilisation de la Shoah est de plus en plus prégnante, de plus en plus totalitaire. Et d'ailleurs, ils ont des relais, voilà, Le Point, l'Express, enfin, Libération, enfin, tout le monde s'y met parce qu'ils reçoivent des instructions pour le faire. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué une franc-maçonnerie juive. Oui. Comment et quand a-t-elle été créée? Comment est-elle organisée? Quelles sont les personnes qui en feraient partie? Quels sont ses objectifs? Alors, au départ, elle est née aux États-Unis en 1843. Elle est née aux États-Unis, pourquoi? Pourquoi les francs-maçons? Pourquoi les juifs
ont décidé de créer leur propre réseau maçonnique parce qu'ils n'étaient pas acceptés en tant que juifs dans la franc-maçonnerie américaine. Vous savez que l'Amérique était un pays profondément antisémite. Peut-être les gens, ça paraît incroyable, mais jusque dans les années 1950, on peut dire que les Juifs rasaient les murs aux États-Unis. Voilà, c'était pas très... Voilà, bon. Et je vais donner deux illustrations de l'antisémitisme, trois, de l'antisémitisme américain vis-à-vis des Juifs. Le premier, c'est que il y avait, vous savez, il y a 5 grandes universités américaines qui appartiennent à l'Ivy League. Ça veut dire la Ligue de l'IR, enfin bon, c'est-à-dire Harvard, Stanford, enfin bon, il y a 5. Bon. Jusque dans les années 50, le nombre des Juifs était limité à 3 ou 4%. Ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de Juifs. Voilà. Et les Juifs avaient accès. C'était quelque chose qui n'était pas officiel, mais qui était admis. Voilà. Deuxième exemple, Simenon, Georges Simenon, le grand écrivain, il a raconté ça, je l'ai lu moi-même, je peux même citer la référence. Il racontait l'histoire suivante. Il était à New York en 1935, et il y a un metteur en scène juif, juif, qui lui dit, écoute, tu sais, j'ai besoin d'une suite dans le Waldorf. J'arrive pas à la voir. Est-ce que tu connais le patron? Est-ce que tu peux? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc il lui en parle et il obtient la suite. Et 2 jours après, le patron de l'hôtel, il vient voir Simenon et lui dit écoutez, vous m'avez mis dans une situation embarrassante. Pourquoi? C'est un juif. Notre hôtel ne loue pas aux juifs. Voilà. Troisième exemple, François Sagan fait son fameux livre 1951, bon, Bonjour Tristesse. Bon, je sais pas, bon, en tout cas, ça a été un succès mondial, enfin absolu, incroyable, etc. Donc 18 ans, elle part aux États-Unis. 1 mois aux États-Unis, elle est reçue dans tous les grands milieux. Et j'ai lu récemment un petit livre elle a écrit, de souvenirs, voilà, de ce voyage. Elle a dit, on est allé au Connecticut, dans les grandes... Enfin, vous savez, les États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup de country clubs. Et plus vous êtes riche, et plus votre country club est beaucoup plus select, etc., le golf et tout le bazar. Et elle raconte, j'étais ahuri de constater que les grands trucs comme ça étaient interdits aux Juifs. Donc, et c'est profondément, enfin, l'antisémitisme est vachement ancré dans l'esprit américain, les rednecks, enfin, le populaire, etc. Bon, les Juifs ont commencé ils se sont dit, si on nous interdit d'entrer dans la franc-maçonnerie anglo-saxonne, on va créer notre propre franc-maçonnerie. Et au départ, c'était des vrais francs-maçons. C'est-à-dire, ils faisaient l'initiation à la maçonnerie, il y avait les degrés, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus une franc-maçonnerie. Et c'est devenu une espèce de Rotary. Voilà. C'est un club social. Voilà. C'est un club social. Ils n'ont plus, j'ai assisté à quelques séances, ils n'ont plus rien de maçonnique, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils n'ont plus pas de lien avec ni le Grand Orient, ni la Grande Loge. Ils n'ont plus rien de maçonnique. Voilà. Ils ont abandonné tous les rituels, etc. Mais par contre, ils ont gardé leur organisation, c'est-à-dire ils sont organisés en loges. Bon, en France, il y a la loge Ben Gurion, etc. Bon. Donc ils sont organisés en loges, mais ce sont plutôt des rencontres, des objectifs. Aujourd'hui, leur principal objectif, c'est d'aider Israël. Voilà. Et ils sont donc 1,5 million à travers le monde, parce qu'il y a des loges partout aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Israël, etc. Donc voilà mais ils sont puissants parce que en fait, ce sont des Juifs de très très haut niveau qui participent, qui font partie de cette organisation qui s'appelle le Bnei Brit. D'accord. Et il y aurait des personnalités publiques françaises qui certainement. Genre, je suis sûr que Anne Sinclair, enfin tous les journalistes, les hommes d'affaires, le président de Publicis, Dominique Strauss-Kahn, enfin tous les Juifs dont on parle, Jacques Lang, etc., à mon avis, ils sont certainement membres de cette organisation. Je n'ose plus dire obédience parce que c'est plus une organisation sociale.
ou ethniques, enfin pas religieuses, parce que la plupart ne sont pas religieux d'ailleurs. Ils sont laïcs. D'accord. Et donc, dans cette loge du Grand Orient de France judéo-sioniste, il y aurait quelle personnalité connue aujourd'hui et active aujourd'hui? Alors, ils ne sont pas connus pour le commun des mortels, enfin, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent pas. Moi, quand j'ai été approché, j'étais franc-maçon à l'époque, en 2002, et je connaissais 2 ou 3 personnes du Bnei Brit, voilà, que je fréquentais, que je croisais dans mes voyages, ce qu'on appelle voyages, c'est-à-dire j'allais dans des loges, etc. En particulier, j'avais connu une femme qui était du Bnei Brit, elle m'a dit, voilà, je suis aussi au Bnei Brit, une juive, très bourgeoise, etc. Et donc c'est elle qui m'a mis au courant qu'il allait y avoir une loge judéo-sioniste qui allait être créée au sein du Grand Orient de France. Et la plupart de ceux qui l'ont créée étaient des gens connus dans le monde juif, c'est-à-dire ils passaient dans les médias. Donc c'était des gens du Bnei Brit, mais qui passaient dans les médias juifs. Bon, je ne me souviens pas des noms, il y avait un dentiste qui faisait beaucoup de voyages en Israël, etc. Voilà. Et donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on va lancer cette loge. Et donc je suis allé à l'inauguration de la loge, elle s'est passée dans le grand temple de la rue Cadet. Et donc j'ai participé à quelques-uns de leurs travaux. Et donc c'est une loge essentiellement juive, ce qui est contraire au principe du Grand Orient de France, parce qu'on ne crée pas une loge sur la base d'une religion, d'une origine ethnique. Le Grand Orient, en principe, est ouvert à tout le monde. Voilà. Mais sauf ceux qui ont intégré, enfin qui ont été au Front National. Voilà. Bon. Mais sinon, il n'y a aucune discrimination sur la base de la religion, etc. Mais eux, ils ont trouvé un système, c'est-à-dire, ils me l'ont dit d'ailleurs, parce qu'entre juifs, on se dit, donc ils m'ont dit, voilà, on va créer une loge pour aider Israël. Donc c'était des Sayanim. Comment dire, ceux qui dirigeaient la loge, qui ont créé la loge, je les connaissais parce qu'ils participaient, parce que je les entendais dans les médias, etc., parce qu'ils faisaient partie de la loge Ben Gurion et tout. Et donc, je suis allé et ils avaient reçu 3 Arabes pour montrer qu'ils n'étaient pas que des Juifs. Et ces 3 Arabes étaient, il y avait Zineb El Razoui, Sifawi et un autre dont j'ai oublié le nom. Et d'ailleurs, je les ai cités dans mon roman Le Printemps des Sayanim pour montrer que, voilà, ces pseudo-arabes ou ces arabes, disons, faisaient le jeu, comme aujourd'hui, Chalboumi ou Sifawi qui continuent, à jouer le jeu des sionistes. Voilà. Concernant la diabolisation de l'islam dans les médias, est-ce que ces fameux Sayanim jouent un rôle important? Absolument. Absolument. Le Mossad a donné instruction aux Sayanim, ça veut dire qu'ils sont dans les médias, dans la publicité, partout dans l'édition et tout, de dénigrer les musulmans à partir des années 80. Pourquoi? À partir des années 80, le Mossad a réalisé que les musulmans en France pourraient obtenir des positions intéressantes, importantes, dans l'enseignement, dans la politique, dans la culture, au cinéma, etc. Et donc, il fallait les arrêter. Ça veut dire qu'il fallait les... Vous savez, quand il y avait le communisme, on utilisait le terme anglais qui s'appelle le containment. Contenir le communisme dans le monde. Eh bien, il fallait les contenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement en 1983 qu'on appelait la Marche des Beurs, qui a mobilisé entre 50 000 et 100 000 beurs à l'époque, et qui disait à la République, regardez-nous, nous voulons nous engager dans la République. Nous voulons participer à la République. Nous sommes laïcs. On ne porte pas de voile. On n'est pas religieux. Nous voulons devenir des citoyens à part entière. Et là, le signal d'alarme a fonctionné dans l'esprit des sionistes. Oula, danger. Pourquoi? Parce que si les musulmans commençaient
à pénétrer dans dans les secteurs clés de la société, il va y avoir une espèce de transfert. C'est-à-dire que les Juifs n'auront plus, l'idéologie occidentalo-sioniste n'aura plus l'exclusivité. Il faudrait à ce moment-là partager le pouvoir avec les musulmans. Des musulmans laïcs qui voulaient participer à la République, mais n'empêche, donc, qui auraient pu orienter de plus en plus la politique de la France vers plus de proximité avec le monde arabe, avec les musulmans et l'éloignement d'Israël. Et ça, donc ils ont donné instruction aux Sayanim, d'abord à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Sayanim, BHL, Julien Drey, ils étaient tout un groupe, ils ont créé SOS Racisme. Ils ont dit, oui, vous avez raison, il y a un combat, etc. Et ils ont créé une organisation à eux, qui est contrôlée. Dans le printemps des Sayanim, je raconte en détail, vraiment, comment SOS Racisme est une filiale de l'Union des étudiants juifs de France. Une filiale, voilà, carrément. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, je ne peux pas, mais c'est sur vraiment ce... Bon, et donc, pour contrôler et orienter leur combat, d'ailleurs, SOS Racisme, vous remarquerez, elle prend toujours les mêmes positions que l'Union des étudiants juifs de France, sur Israël, sur l'Ukraine, sur tous les problèmes. SOS Racisme est la filiale. Un président de l'Union des étudiants juifs de France qui, après son mandat, il devient de droit vice-président de SOS Racisme. Voilà. Et donc SOS Racisme, elle couvre, soi-disant, elle veut défendre les Maghrébins, mais en fait, elle les contrôle sous la haute direction de l'Union des étudiants juifs de France. Et parallèlement, c'est l'époque où on a lancé, par exemple, les territoires perdus de la République. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Est-ce que les musulmans peuvent être des citoyens? Quand vous avez, par exemple, Elisabeth Badinter qui vient à la télévision et qui dit « Non, c'est pas possible, etc. J'ai le droit d'être islamophobe », quand BHL vient à la télévision, vous remarquerez que ceux qui parlent de l'islam et des musulmans à la télévision sont des intellectuels juifs, judéo-sionistes. Vous ne verrez jamais un intellectuel musulman parler du Coran. Jamais. Comme s'il n'existait pas. Le seul qui existe, c'est Chalgoumi. Chalgoumi a été imposé par le CRIF. Il humilie les Maghrébins en leur disant « Votre représentant, c'est Chalgoumi. » Et point barre. Voilà. Et vous fermez votre gueule. Bon. Maintenant, entre parenthèses, moi, je mets en cause les Maghrébins en France qui n'ont pas pu, pas voulu relever le défi du CRIF. Voilà. Et il ne faut pas... Vous savez, dans une relation dialectique de maître à esclave, qu'on peut appliquer à la situation du CRIF vis-à-vis des Maghrébins. Bon. Et le maître, le CRIF, il joue le jeu. Pourquoi? Parce que l'esclave joue aussi son rôle d'esclave. Et les Maghrébins jouent parfaitement le rôle d'esclave aussi. Donc ils n'ont pas... Bon, mais c'est un autre chapitre. Si vous voulez, je peux le développer. Mais les Maghrébins jouent bien le rôle. Ils sont rentrés dans ce rôle d'esclave. Et c'est pour ça que... Et donc la diabolisation, le voile, c'est une façon d'opprimer le Maghrébin. Enfin, je veux dire... Bon, mais d'autres. Je peux citer par exemple, dans ces nouvelles judéo-maghrébines, il y a 2 nouvelles qui parlent de l'oppression des Maghrébins par le système judéo-sioniste. Voilà. Premièrement, il y a une nouvelle qui s'appelle « La journée de la jupe ». Voilà. C'est quoi la journée de la jupe? Dans les années vers 2014-2015, moi j'avais remarqué que les filles maghrébines, les jeunes filles collégiennes et lycéennes, bon, elles étaient obligées de retirer leur voile. Elles mettaient une jupe longue, vous savez, style indonésien, bon, qui n'était pas interdit par la loi, mais qui était, comment dire, comme le système
le système français, évidemment influencé par le CRIF, etc. Et c'est un sonnet d'alarme. C'est-à-dire que les musulmanes veulent montrer que, ben voilà, ok, vous nous interdisez le voile, on va mettre une jupe longue. Les filles étaient convoquées par le proviseur et on leur disait, vous êtes, si vous ne retirez pas la jupe, vous êtes mis à pied et exclus. D'accord ? C'est contraire, c'est illégal. Il n'y a pas de loi. Moi, j'avais proposé en 2014 aux Maghrébins d'organiser la journée de la jupe, c'est-à-dire envoyer des dizaines de milliers de filles le même jour avec une jupe longue. Et on va voir, voilà. Mais ils n'ont jamais fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. C'est pour ça que je dis les Maghrébins, bon, ils n'ont pas offert une résistance à toute épreuve. Bon, donc, voilà. Et donc, ou bien, il y a une autre nouvelle qui s'appelle le Hassan Imazigen, comment dire, la victime parfaite, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement français a déporté, il n'y a pas d'autre mot, a déporté un imam né en France, qui a des enfants français, de petits-enfants français, pour avoir dit des paroles, 10 ou 20 ans auparavant, qui n'ont jamais été condamnés. Voilà. Pourquoi ? Et donc, j'ai écrit une nouvelle pour montrer comment l'Union des étudiants juifs de France poursuit, persécute tout maghrébin qui pourrait avoir une influence positive sur les enfants, par exemple, leur donner des cours, etc. Donc, comment il lui cherche noise pour le persécuter. Donc, en fait, tout le système des Sayanim, et il est là depuis les années 80, pour mettre les Maghrébins, pour les opprimer, pour les empêcher de s'exprimer et pour les contenir. Voilà. Quand on voit le traitement du conflit au Proche-Orient oui. Aujourd'hui par l'ensemble des médias, qui donnent beaucoup plus facilement et beaucoup plus largement la parole à des colonels, oui. Quand on voit que les journalistes n'ont pas accès à oui. la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans Gaza pour filmer et être témoins et nous informer de ce qui s'y passe, on se rend compte que les médias sont partie prenante, parti pris pour la démarche israélienne. Oui. Dans le temps, est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, les médias devront rendre des comptes ? Je vois mal comment ça pourrait arriver. Voilà. Pourquoi ? Parce que il y a un système, à moins de bouleverser le système. C'est-à-dire, est-ce que d'abord les gouvernements, est-ce qu'ils changeront ? Je ne sais pas, j'en doute, mais les médias sont les alliés des gouvernements, sont les alliés des réseaux sociaux, c'est tout un ensemble. Et donc, ils tiennent une ligne. Alors, ils ont intérêt à ce que cette ligne... Voilà. Donc, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un bouleversement. Un bouleversement au niveau gouvernemental. Par exemple, je ne sais pas moi, si l'Allemagne, on ne sait jamais. Bon, prenons un exemple comme l'Allemagne, parce que la France, je ne vois pas vraiment d'issue. L'Allemagne est un pays qui donne quand même un exemple assez extraordinaire d'un changement qui vient de la base, qui vient de la population, qui vote en faveur de 2 grands partis, un à gauche, un à droite, l'AfD et le mouvement de Sarah Wagenknecht, qui réussissent à eux deux à faire 35%. C'est énorme, c'est colossal, au point d'ébranler le gouvernement. Voilà. Et donc, sur l'Ukraine, surtout sur l'Ukraine, mais c'est quand même une faille qui est là, et donc qui peut s'élargir. Par contre, en France, jusqu'à présent, en tout cas à mon avis, et ailleurs, le système, c'est comme un bloc qui est homogène, et je ne sais pas comment, enfin, moi je doute, à moins qu'il y ait un bouleversement, mais vraiment, par exemple, une défaite écrasante de l'Occident en Ukraine, des crises économiques énormes, et là, voilà, ça donnera peut-être un bouleversement. Voilà. Mais sans ce bouleversement, je ne vois pas comment les gouvernements actuels pourraient changer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les médias ne sont que l'expression
d'un gouvernement, en fait. Voilà, donc les médias ne vont pas changer comme ça. Les médias, vous savez, si demain on leur dit, bon, il faut tourner kazakh, ils vont tourner kazakh. Mais il faut quand même que les gens leur disent de tourner kazakh, voilà. D'accord. J'imagine que dans votre carrière, vous avez rencontré des personnalités publiques avec qui vous avez lié plus ou moins amitié. Comment ont-elles réagi vis-à-vis de vous quand vous avez pris certaines positions? Est-ce que vous avez ressenti un rejet, une mise au placard par certaines personnalités ou certains médias, certaines institutions? De la part des Juifs, c'est évident. Je veux dire, ils n'acceptent pas qu'un des leurs rue dans les brancards. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on a un devoir tribal, voilà, si on peut dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut respecter la tribu, il faut défendre la tribu. On est juif et donc, voilà. Donc c'est sûr que j'ai eu maille à partir même avec ma famille d'ailleurs. Je veux dire, ils ne comprennent pas que je sois de l'autre bord, quoi, voilà, que je défende des thèses de l'autre bord. Et donc, le milieu juif, c'est évident. Maintenant, les autres milieux, hein, ils sont quand même... Enfin, j'ai eu beaucoup d'échos positifs de la part des Maghrébins qui étaient très, très heureux de mes positions, enfin, de voir déjà un juif, et puis, plus que ça, quelqu'un qui s'engage, voilà, dans ses positions. Jacob Cohen, vous avez publié plusieurs livres, dont ces trois-là. Donc on a Le Printemps des Sayanim, qui est sorti en 2010. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de ce livre? C'est l'histoire d'un Maghrébin de 35 ans qui entre en maçonnerie au Grand Orient et qui découvre la loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient, et il veut engager le fer avec elle. Et il se dit, bon, très bien, j'accepte le combat, sauf que ça me donne la possibilité d'élargir le spectre de l'étude, c'est-à-dire, c'est quoi un Sayan, comment ils sont recrutés, donc je tombe sur l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, etc. Et comment ce Maghrébin qui est un franc-maçon honnête, enfin je veux dire, il a envie d'exercer honnêtement, il va être en but au Sayanim, et finalement il va avoir des problèmes parce qu'il va se heurter à leur pouvoir. D'accord. Ensuite, en 2023, oui, vous avez publié les Nouvelles judéo-maghrébines. Voilà. Donc ce sont 7 nouvelles dont j'ai parlé de la journée de la jupe et Hassan Imazigen. Les autres sont, enfin bon, il y a par exemple une évocation de mon oncle qui était menuisier dans les années 50, qui était un juif du Mellah, quasiment analphabète, et qui avait réussi, je sais pas, il avait de l'ambition, une espèce d'ambition folle, et il était menuisier, il a loué un garage chez un colon, le vrai colon français du protectorat, gros, tout rose, avec grande maison, etc. Et qui était fasciné, qui avait le complexe de colonisé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il était fasciné par cette atmosphère. Je raconte un peu l'atmosphère de cette époque, c'est-à-dire il gagnait beaucoup d'argent, parce que les Français payaient bien, mais il les dépensait, il se faisait plumer dans le seul tripot du Mellah, c'est-à-dire où les jeux de cartes étaient permis le dimanche, et il se faisait plumer, voilà. Donc je racontais un peu l'évocation de son histoire. Bon, il y avait et puis il y a aussi le complexe du colonisé, c'est-à-dire il y a une nouvelle qui s'appelle le complexe du colonisé. C'est un jeune maghrébin qui s'appelle Mohamed, qui est étudiant en Sciences Po et qui est envoyé en stage à Valeurs Actuelles. Voilà. Et donc c'est un peu, voilà, bon. Voilà, c'est des nouvelles comme ça. Bon. D'accord. Avant d'évoquer votre dernière sortie, on va évoquer aussi ce livre qui est sorti en 2024, hein, si oui, je ne me trompe pas. Oui, le prof de philo avait la baraka. Voilà. Donc c'est un prof de philo qui est au lycée Voltaire et qui, voilà, il a 50 ans à peu près et qui s'oppose au délire du Covid et le reste. Et donc c'est un peu comment il enseigne sa classe.
les bâtons dans les roues qu'on va lui mettre, etc. Voilà. D'accord. Et là, vous venez de publier un dernier roman. Voilà, le dernier roman s'appelle La 26e tribu. Sur la couverture, il y a 4 lettres hébraïques qui veulent dire Yahvé, et qui dans la numérologie hébraïque veulent dire 26, qui est un chiffre très symbolique, très important symboliquement, dans la tradition juive. C'est le roman de la normalisation Maroc-Israël. Voilà. C'est-à-dire comment les services, les Sayanim, les divers services sionistes vont pénétrer au Maroc, et profitant de la naïveté et de la bonne volonté du régime marocain, ils vont tenter d'influencer la société marocaine. Par exemple, en développant la cause mémorielle. Comment ils vont faire en sorte que les Marocains soient sensibles à la Shoah, à la mémoire, en utilisant un fait historique que je raconte, ou bien, par exemple, de les culpabiliser pour les faire payer. Ce qu'ils ont fait aux Juifs quand ils étaient avant là, etc. Comment les Juifs vont récupérer des propriétés à eux. Et donc, comment ils vont convertir des Juifs, soi-disant. Il y a des Juifs qui ont récupéré des propriétés à eux, entre guillemets, au Maroc. Oui. C'est-à-dire, il y a des Juifs qui reviennent et ils se croient tout permis. Parce qu'ils sont descendants ils sont des Juifs israéliens. Donc ils reviennent et ils disent cette maison m'avait appartenu dans les années 50, je l'ai vendue, mais pas très bien vendue, on m'a roulé et tout. Et donc le gouvernement, il est un peu aux abois, quoi. Donc ils le rendent, etc. Donc non, c'est vraiment, ils sont en train de récupérer pas mal de terres, de maisons. Et le régime, ce que je veux signifier, c'est que le régime marocain, il est dans un rapport d'infériorité idéologique, politique, culturelle, etc., par rapport à ces Sayanim, par rapport à ces Juifs, et il est en train de leur dérouler le tapis rouge et eux, ils les écrasent, voilà. D'accord. Monsieur Jacob Cohen, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous nous reverrons parce que vous nous avez ouvert de nombreuses pistes sur lesquelles il va falloir qu'on travaille ensemble. C'était un grand plaisir. Je vous félicite pour le projet que vous lancez. J'espère qu'il aura beaucoup de succès et je pourrai, dans la mesure du possible, contribuer à son développement, à son épanouissement, à se faire connaître, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.